Salut l'internaute! Alors Jamil, c'est pas la bonne chaîne. Oui, c'est vrai. Bonjour, bienvenue sur le média pour le 11e numéro de Jamil Hebdo. Voilà, beaucoup mieux. T'inquiète, c'est bientôt les vacances. Ouais, Malo. Justement, je sais pas si tu as vu, il y a les JO de Paris bientôt dans quelques jours. Ah bah oui, comment passer à côté? Carrément. J-8, très exactement, avant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Les Jeux Olympiques approchent. C'est la seule discipline olympique en tandem avec un animal. À 11 jours de la cérémonie d'ouverture, la flamme est enfin arrivée. C'est quand même fou un truc pareil. Le plus grand événement sportif du monde qui ne profite à personne d'autre qu'aux grands groupes déjà bourrés de fric, pauvres Coca-Cola, Airbnb, Visa, Carrefour et autres LVMH, organise dans une ville sans demander l'avis de ses habitants, qui vont devoir payer 4 € le ticket de métro alors qu'on leur promettait la gratuité, laisser une voie libre pour les officiels des JO sur le périph' déjà saturé, sous peine d'amende, et se bousculer plus que d'habitude sur les trottoirs de la capitale. Et encore, s'ils ont le QR code valide, leur donnant le droit de circuler. Sinon, là aussi, hop, 135 €. Les JO, c'est un peu comme les centrales nucléaires. Si on les aime, on les préfère quand même ailleurs que sous nos fenêtres. Un des rares endroits, si ce n'est le seul au monde, où la tenue des JO a été soumise au vote populaire, a été en Suisse, en 2018, pour les JO de Sion 2026. Plus de 60% des principaux concernés ont voté contre, avec un taux de participation de quasi 63%. Mais bon, rassurez-vous, nous sommes en France, donc protégés de la démocratie réelle. On ne va quand même pas demander leur avis aux gens. Et puis quoi encore? Respecter les résultats des élections législatives? Non, trêve de plaisanterie. Parce que pendant que certains s'amusent et que d'autres se remplissent les poches, des milliers de personnes sont réprimées et évacuées hors de Paris dans une indifférence quasi générale. Et c'est d'elle dont on va parler maintenant. En un an, les associations telles que Utopia 56 ou encore Médecins du Monde ont recensé pas moins de 13 000 personnes évacuées de Paris en marge des JO 2024. Des milliers et des milliers de personnes exilées ou simplement SDF, dont de nombreuses mères seules, parfois enceintes, à la rue depuis des mois sans solution. Oh, le rabat-joie, c'est pas tous les jours les JO. Tu veux pas nous mettre un peu de baume au cœur pour une fois? Bon, déjà, c'est mon édito, Malo, toi tu es ingé son, et je dis ce que je veux dans... Bon, d'accord. Fabuleux, quel bonheur. C'est juste génial, génial. Voilà, bonheur total, promesse tenue. Ah, vous aimez ça, hein? Vous vous moquez. Maintenant que j'ai votre attention, toute votre attention, écoutons Paul Allozzi, coordinateur de la veille sanitaire chez Médecins du Monde, que j'ai interrogé en début de journée. En fait, on peut qualifier toutes ces évacuations de nettoyage social parce que l'État a mis en place un système de SAS pour les populations exilées, pour les envoyer loin de la capitale olympique. Donc pendant un an, il y avait une stratégie assez agressive sur les mises à l'abri auxquelles moi j'assiste quasiment chaque matin quand il y en a. En fait, si les personnes voulaient une place en Île-de-France comme aux années auparavant, il y avait des critères extrêmement resserrés. Alors que c'est des personnes SDF, il fallait un CDI, il fallait que le boulot soit domicilié dans Paris et pas dans la proche couronne. Et donc ça a été pendant un an. On a tout fait pour inciter les personnes à aller loin de Paris, vers des solutions temporaires. Et là, à quelques jours des Jeux, hop, finalement, il y a des places sans aucun critère qui apparaissent dans des sites tampons autour de Paris, en Île-de-France, à Volpénil, Melun, Cergy, parce qu'il faut être sûr de nettoyer les rues. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus visible, c'est les évacuations. Donc, c'est les populations exilées, les campements et les squats. Mais on parle de nettoyage social parce que c'est toutes les populations à la rue ou qui dépendent de l'espace public qui ont été particulièrement harcelées. Et donc, en fait, le nombre de contrôles, d'arrestations, de violences envers les travailleuses du sexe, les usagers de drogue, les personnes identifiées comme roms ou les SDF classiques que d'habitude tout le monde trouve bien gentils et que personne n'embête, et ben, ils ont tous aussi été déplacés, invisibilisés, harcelés. Donc ouais, c'est vraiment un nettoyage social généralisé. Et là, sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi matin, 500 personnes évacuées. Il s'agissait de la Galerie de l'Ourcq. La Galerie de l'Ourcq, c'est à côté du parc de la Villette, qui est une zone de festivité des JO. Et donc, au lieu d'avoir un campement, on va avoir une méga station de Vélib pour les touristes. Voilà, ils pourront aller venir en vélo et faire la fête pendant les JO. Et puis, ce matin, c'était le canal Saint-Denis. Le canal Saint-Denis, c'est avec le passage de la flamme le 26 juillet qui va passer de la porte de la Villette jusqu'au Stade de France et qui va être là pour la cérémonie d'ouverture des JO. Et là, on va mettre des blocs de béton avec des picots dessus à la place de là où il y avait des tentes. J'entendais même des gens de la pleine commune ce matin discuter là au pont de Stains à Saint-Denis qui disaient tiens là ce mur-là il est un peu sale, on va mettre une grande toile. En fait c'est du nettoyage dans tous les
quoi. C'est les gens qui font pas bien sur la photo, et puis c'est les images qu'on n'aime pas, c'est enlever des tentes, c'est enlever des tags. Vraiment, c'est Paris et 93 cartes postales. De larges zones, souvent délaissées de longue date par les pouvoirs publics, sont concernées essentiellement au nord de Paris. J'ai alors demandé à Paul Allozy si la tenue des Jeux allait tout de même, après coup, être bénéfique pour tout le monde. En fait, peut y avoir des héritages positifs des JO. Par exemple, il y a plein de gens qui se retrouvent maintenant dans le 93 avec des métros qui vont jusque chez eux et donc ça va faciliter la vie. Et ça concerne donc tous les habitants d'Île-de-France, même les plus précaires. Ça, c'est certain. Par contre, nous, on présage un véritable héritage antisocial parce que ce que je vous ai cité, les méga stations de vélo, les blocs de béton, des tables de pique-nique, en fait, ce mobilier anti-SDF, il se conjugue avec aussi d'énormes grilles, avec des barbelés. Et donc, des gens qui dormaient Galerie de l'Ourcq, où ils étaient à un quart d'heure à pied de distribution alimentaire de la Chorba ou d'un accueil de jour du Secours catholique, et ben maintenant, ils vont devoir aller plus loin dans le 93, dans des lieux toujours plus éloignés. Donc, non, malheureusement, ces jeux, ils n'auront pas bénéficié aux personnes à la rue. L'État communique et Madame Oudéa Castéra est hyper fière de dire on a pris en charge 150 grands précaires qui étaient à proximité des Jeux, des sites olympiques. C'est vrai, ils l'ont fait, mais en fait, 150 personnes prises en charge sur des milliers de personnes qui en ont besoin et qui ont été voilà, maltraitées, invisibilisées. C'est vraiment un pansement sur une hémorragie. Un pansement sur une hémorragie. En voici une métaphore plus que parlante pour illustrer la situation sanitaire et sociale déplorable et surtout invisibilisée en France, particulièrement à Paris. Une misère de la rue qui explose au visage de quiconque arpente les rues des quartiers nord de la capitale et plus encore de ceux qui empruntent le périphérique, comme c'est mon cas. En début d'année, alors que l'Adidas Arena venait tout juste d'être inauguré, porte de la Chapelle, un quartier connu, d'ailleurs bien au-delà de Paris, pour sa précarité et son insécurité, je suis en scooter et prends cette photo. Une poussette abandonnée là, à même la pelouse toute neuve, au pied d'arbres aussi tout neufs, installés pour rénover le quartier en vue des JO. Cette poussette, là, toute seule, au milieu de ce décor, m'a marqué. Où est passée la maman et son enfant ? Avant les JO, ce coin était sale et délaissé, peuplé de personnes elles aussi abandonnées qui souvent dormaient à même le sol, entre les voies congestionnées de voitures arrivant de l'autoroute A1 juste derrière. Aujourd'hui, c'est tout pareil, mais avec des pelouses vertes fluo et une présence policière accrue qui repousse les personnes un peu plus loin, comme pour maintenir un certain ordre, mais avec le sentiment d'une situation artificielle, cosmétique. C'est ce que m'a témoigné Victor, son prénom a été modifié, que j'ai rencontré aux abords du périph', à la porte d'Aubervilliers, donc celle juste après celle de la Chapelle. On a discuté un moment ensemble. Originaire du Cap-Vert, il est passé par le Portugal, ex-pays colonisateur de son pays, avant d'arriver à Paris il y a quelques années, après un divorce compliqué. Au milieu d'un terrain vague, jonché de déchets, où, me dit-il, une centaine de personnes se retrouvent chaque soir, car sans autre endroit où aller, il me montre du doigt des camions de police, en station continue, au bord du canal, en contrebas. Notre discussion est alors à un moment donné interrompue par une personne en situation de détresse avancée. Son visage, ses mains étaient très abîmés. Il venait voir s'il pouvait échanger quelques pièces contre un peu de crack, puis a disparu. Victor, l'esprit vif et la voix claire, mais les yeux un peu dans le vague, me raconte alors les altercations avec des agents de police, souvent violents, parfois racistes, qui les repoussent des zones rénovées, nettoyées pour les Jeux, comme la porte de la Chapelle qui accueille un stade flambant neuf et bientôt un campus universitaire, sans que jamais ils ne perçoivent une quelconque aide, hormis celle venant des associations et ONG dont on parlait plus tôt, mais dont les moyens sont évidemment limités. À cette répression policière s'ajoute une hausse des actes racistes en France ces derniers mois, sans qu'il n'y ait de vrai écho médiatique. Le média indépendant Arrêt sur Image a même fait le décompte du temps accordé au sujet dans les principaux JT télévisés. Résultat, pas une minute dans les JT post-législatives. Au moins, c'est clair, ils s'en battent les steaks. Steaks de 7 ans, bien sûr. Hein. Calmez-vous les gauchos végéwokistes, je suis dans l'équipe. Et les racistes, aux relents presque coloniaux, se lâchent même devant les caméras, comme celle de Benoît Deverly qui me suivait sur une grève de travailleurs sans papier dans le 15e en juillet dernier. Quand, petit bonheur la chance, leur patronne, Françoise Herbeau, débarque sur le trottoir d'en face. Quand on avait l'intention... Les syndicats sont achetés. Ouais, bien sûr, ils sont achetés. Le délégué syndical, ça a été nommé. Il n'y a aucun d'entre nous, les salariés, qui a fait voter même un seul jour. C'est vous qui nommez les personnes. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Non, si, il y a des élections. Il n'y a jamais eu d'élection. Mais M. Touré, il est là depuis 25 ans. Moi, je suis là depuis 20 ans. On n'a jamais voté. Là, il a des votes au c'est tout flou. Il faut reparler français parce que là, je ne comprends pas.
Franchement, je suis une blanche. On est bien d'accord? Avec tous ces noirs, vous croyez qu'on n'a pas peur? Ah, vous avez peur? Oui. De vos salariés? Vous avez peur des personnes noires? Non, pas des noirs. La seule chose, c'est que ça Vous venez de le dire, madame. Bon, la dame se lâche sur le coup, mais rétropédale dès que les images sont publiées et vues des millions de fois sur les réseaux. On a même reçu un mail de leur part, à elle et à son fils, que je m'en vais vous lire tel quel. Bonjour, je suis sur la vidéo. Je suis Stéphane Herbeau et Madame Herbeau Françoise aussi. Nous n'avons pas donné les droits à l'image pour publication. Nous vous demandons de supprimer cette vidéo en pièces jointes, à effet immédiat. Dans le cas contraire, une procédure judiciaire à votre encontre engagée. Bien à vous, Monsieur Stéphane Herbeau et Madame Herbeau Françoise. Et dire qu'elle critiquait le français d'un de ses employés. Sans commentaire. Ah bah si, avec commentaire, vu que c'est toi qui écris les relances que je lis. Très pratique. Si les médias dominants consacrent plus de temps d'antenne pour commenter Oudéa Castéra qui fait trempette dans la scène... Hidalgo, t'as pas vu Hidalgo ce matin? Si. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Les pieds en avant, vous la voyez sur l'échelle. Promesse de longue date, on la voit en train de nager la brasse. Le crawl maintenant même, on a vu qu'elle avait des lunettes de natation. En vrai, si on retire tout l'aspect matière fécale dans l'eau, ça donne presque envie. Si, tout est dans le si. Et puis en vrai, elle est quand même beaucoup moins ridicule qu'Oudéa Castéra. C'était pas difficile. Mais bon, reprenons. Si les médias dominants et autres mallots consacrent plus de temps à commenter les plongeons d'Anne et Amélie dans la Seine, plutôt que de parler du sort des sans-abri et des exilés, ce n'est pas le cas des médias étrangers. Comme par exemple le New York Times qui, le 11 juillet dernier, titrait « La France évacue les sans-abri de Paris avant les Jeux Olympiques. Le gouvernement avait promis de les reloger, nous avons suivi les bus et avons découvert une situation désespérée ». Dans cet article, les journalistes de New York Times ont véritablement traité le sujet et mis en avant la réalité de milliers de personnes maltraitées, dénonçant les promesses d'exemplarité du président Macron, contredites par les faits constatés sur le terrain. En France, la presse nationale est plutôt timide sur le sujet. Il faut aller chercher du côté de France 24 et de l'équipe pour trouver un peu de matière. Quant à la télévision, elle est presque totalement absente, ce qui participe à l'invisibilisation de ces personnes et de leur combat pour leurs droits. Alors t'es un peu de mauvaise foi, quand même. C'est CNews qui a abordé la question des sans-abri en janvier. Non seulement, effectivement, elles ont fait ce sketch, elles n'ont évidemment pas dormi toute la nuit, mais elles ont terminé dans une brasserie du 7e arrondissement chic où des photos ont été prises. Donc tout ça est lamentable. Voyez le sujet de Michael Dossouri. Mathilde Panot, après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Mathilde Panot, pendant la prise de parole du chef de l'État. Sur cette photo, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale dîne aux côtés d'autres insoumis, attablés dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de Paris. Pourtant, tous étaient censés écouter le président sur le trottoir d'en face. Un campement de sans-abri avec qui il devait passer la soirée de 18h à minuit. Bon, voilà ce que vous pouvez dire sur ce sujet. Voilà ce que Pascal Praud et CNews ont à dire sur le sujet. Taper sur les députés de gauche qui tentent de visibiliser les invisibles en racontant des mensonges. Et en plus en utilisant mes images sans en demander l'accord aux médias. Ce soir-là, j'étais le seul journaliste à couvrir cette action, tandis que tous les autres étaient à l'Élysée pour le seul en scène de Macron. Pour monter alors en épingle cette fake news, puisque c'en est une, CNews a envoyé un cadreur filmer le camp en pleine nuit, donc forcément désert, pour faire des images à commenter par Pascal Praud le matin et Cyril Hanouna le soir. Une manipulation médiatique que j'avais débunkée dans une vidéo toujours disponible sur notre chaîne YouTube. Pour le média, je couvre très régulièrement le sujet des sans-abri, des sans-papiers, des exilés. Ce mardi, par exemple, alors que 200 personnes étaient évacuées d'un campement à la Villette, car gênant le futur passage de la flamme olympique, j'ai interviewé Charlotte Cointes d'Utopia 56 dans le Flash Info. On sent que l'intention, elle est surtout de vite proposer quelque chose aux gens, pas vraiment dans leur intérêt. Le 3 juillet, nous étions un des rares médias à suivre l'évacuation de la Maison des Métallos dans le 11e arrondissement de Paris. Un lieu géré par la mairie de Paris où s'étaient réfugiés environ 200 jeunes exilés, rassemblés en collectif après avoir passé pour certains des mois dans la rue, notamment aux abords du parc de Belleville. Ce jour-là, 4 bus ont évacué 230 personnes après une organisation difficile pour les premiers et premières concernés. Une organisation difficile car, comme à chaque évacuation, ou mise à l'abri, comme les pouvoirs publics préfèrent les appeler, ce sont de nombreuses autres personnes à la rue qui viennent sur place avec l'espoir d'être elles aussi mises à l'abri. Comme ces femmes désespérées que j'ai filmées ce jour-là, qui en étaient réduites à bloquer le départ du dernier bus pour supplier de ne pas dormir un soir de plus dans la rue. J'ai peur. C'est ça. J'ai peur.
J'ai peur que j'accouche dans la rue. Je suis à 7 mois. Alors 115 me dit chaque jour qu'il n'y a pas de place. Les assistants disent on a fait tout ce qu'on pouvait faire, contacter 115, il dit il n'y a pas de place. Donc nous on va faire comment maintenant? On ne travaille pas. Même pour manger c'est difficile. Aujourd'hui vous vivez où au quotidien? Non, je n'ai pas d'abri. On dort devant l'hôtel de ville, sur les tentes là-bas. On dort sur les cartons. Sur les cartons, les trucs comme ça. Quand il pleut, on ne sait pas où aller. Donc on est fatigué, on veut solution. C'est pour ça que vous bloquez le camion aujourd'hui? Oui, oui. Parce que les autres qui on était avec eux, on les a pris tous. Pour nous qui ont bébé, femme enceinte, on dit qu'il n'y a pas de solution. C'est ça, il nous a dit. C'est pourquoi on est sorti pour bloquer. Sinon, depuis le matin, on était assis dedans là-bas. Cette solution, on veut. Sinon, on ne veut rien d'autre. Pour que notre enfant puisse partir à l'école aussi comme les autres. Et pour boucler la boucle, si la maison des métallos était ce jour-là évacuée par la mairie de Paris, alors que tout se passait bien pour les jeunes présents et dans un cadre légal depuis 3 mois, c'était là encore à cause des Jeux Olympiques. Sur place, Paul Allozy me l'expliquait. Il faut comprendre que ce lieu-là, la maison des métallos, ça va devenir la maison du Japon pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est loué, il y a un contrat qui est signé entre la mairie de Tokyo et la mairie de Paris pour faire que le lieu serve d'activité culturelle, j'imagine diplomatiques aussi, pendant les Jeux de Paris, toute cette période-là. Donc à partir du 20 juillet, la ville de Tokyo doit investir les lieux, donc il faut que les gens soient partis avant. C'est dans l'intérêt en tout cas des propriétaires, des autorités. Voilà. Si la situation est critique à bien des égards pour les personnes aujourd'hui abandonnées à la rue, elle n'est pas nouvelle. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de cette année nous donnent juste à voir ce qui nous est minutieusement dissimulé par les pouvoirs publics généralement, aidés par des médias d'infos dominants peu intéressés, hormis quand il s'agit de faits divers qui font le buzz. Au moment où je filmais l'évacuation de la maison des métallos, nous étions dans l'entre-deux-tours des législatives, face à la menace palpable d'une prise de pouvoir de l'extrême droite par les urnes. Marie, présente en soutien des jeunes évacués, me donnait son sentiment. Ça ne fait qu'accentuer ce dans quoi ils sont déjà. Parce qu'on ne va pas dire que le ministre de l'Intérieur, c'est un grand progressiste. On ne va pas dire que la Macronie a mis des droits sociaux, ni pour les Français, ni pour les personnes venues d'ailleurs. Moi, je refuse le mot d'étranger. Parce que quand nous allons dans leur pays, parce qu'on a le bon passeport, on n'est pas étrangers. Donc nous avons des droits que d'autres n'ont pas. Nous ne sommes pas un pays des droits de l'homme. Nous sommes un pays des droits de l'homme d'affaires, blanc, riche et de préférence hétérosexuelle. Mais si alors Darmanin, on l'entend, on l'a vu, on a suivi ses politiques, etc. Mais demain, si le gouvernement passe vraiment à l'extrême droite avec un premier ministre d'extrême droite qui nommerait un ministre de l'Intérieur d'extrême droite, ça serait pas pire encore? Attendons voir. De toute manière, tout est en train d'empirer. Forcément, je ne veux pas entendre parler des nazis au pouvoir, mais il y en a d'autres qui se disent contre et qui ne sont pas très loin de leurs idées. Et je crois qu'on va finir là-dessus. C'est plutôt adéquat comme mot de la fin pour cette vidéo. Retrouvez tous les liens utiles en barre de description pour aller plus loin. Merci d'avoir été nombreux devant le précédent numéro de Jamie Lebdo. La semaine passée, ça donne de la force dans un moment de l'année où justement, on en a encore plus besoin. Car vous le savez, l'été aux médias, on réduit comme tous les ans la voilure pour permettre aux équipes de prendre des congés bien mérités, ce qui complique un peu le quotidien des productions. Mais nous tenons, grâce à vous, grâce à vos abonnements, d'ailleurs toujours plus nombreux, suite à notre audition, très suivie d'ailleurs par l'Arcom. Elle rendra sa décision, elle, l'Arcom, très bientôt. Si oui ou sinon, le média diffusera sur la TNT dès 2025. Restez donc connectés pour être au courant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et merci pour tous les mots d'amitié et d'encouragement que vous m'envoyez. À la prochaine. Et puis si vous savez pas quoi faire, il y a la vidéo d'Ariel Dombal, vous allez voir, c'est super.